Bonjour à toutes et à tous. Donc, le BioGNV est-il armé pour répondre à l'Euro 7? C'est la question qu'on va aborder aujourd'hui tous ensemble. Donc, déjà, ravi de vous retrouver pour ce webinaire. On a la chance aujourd'hui d'avoir Clément Chandon qui va nous introduire ce webinaire par une note contextuelle de ce qui se passe, je dirais, au niveau national et surtout européen, avant de décrypter finalement cette nouvelle norme Euro 7. Donc avec Denis Benita, ingénieur transport de l'ADEME, et Richard Lecoupeau, CEO de ces consulting. Et on terminera par une note d'actualité. Et donc sans attendre, je te passe la main du coup Clément pour cette note contextuelle après t'avoir présenté du coup. Oui, merci beaucoup Benoît. Merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Moi je suis au sein de l'association depuis le mois d'avril vice-président. Je suis dans l'association depuis fort longtemps et ma fonction elle est au sein de Iveco France. Je m'occupe de tout ce qui est véhicule de transport de marchandises non diesel, donc le GNV depuis très longtemps, et puis quelques autres énergies qui tentent à émerger comme l'électrique et l'hydrogène. Et donc, je vais vous montrer un peu comment le panorama se présente aujourd'hui pour les constructeurs en Europe, puisqu'on a des règles qui sont uniques au monde en fait. Donc, le transport, c'est indispensable à l'économie. C'est tellement indispensable à l'économie que ça en est l'image. Si vous voulez avoir un indicateur immédiat du niveau de l'économie, il suffit de mesurer le nombre de kilomètres que font les camions chaque semaine sur les routes. Et c'est ce qu'on faisait d'ailleurs au moment du Covid pour savoir comment se portait l'économie. On allait sur nos systèmes et on regardait combien nos camions roulaient. Donc on ne peut pas s'en passer et ils ont quand même quelques externalités négatives, quelques impacts négatifs sur d'abord la santé, puisqu'ils sont émetteurs de particules et de dioxyde d'azote, qui sont tous les deux nocifs pour la santé. Ils sont bien entendu, c'est très connu, émetteurs de gaz à effet de serre, donc ils vont impacter notre climat. Et puis, ils sont source de bruit, donc de nuisances sonores. Sur le premier point, l'aspect santé, cela fait maintenant exactement 34 ans que les constructeurs sont amenés par une série de réglementations successives, tous les 4-5 ans, parfois même tous les 3 ans, à revoir leur technologie pour proposer des moteurs qui émettent génération après génération moins de particules fines et moins de NO2, donc les principaux polluants. C'est dans ce cadre-là, les moteurs GNV, bio-GNV sont apparus en France et en Europe en 96 avec la norme Euro 2 et ont permis de devancer jusqu'à 8 ans les règles fixées par la Commission européenne en termes de dépollution. Donc, ils ont vraiment joué un rôle précurseur et important pour améliorer la qualité de l'air en ville. Et c'est pour ça que d'ailleurs les villes les ont poussés, les premières applications ayant été les autobus et les bennes à ordures ménagères. Et également les nuisances sonores, puisqu'on a des moteurs, des véhicules qui sont certifiés PIC Quiet Truck, qui est une norme qui est née en Hollande et qui permet d'assurer notamment des livraisons nocturnes avec le minimum de nuisances pour les riverains. Maintenant, nous sommes dans une phase assez exceptionnelle parce que dans les 5 années qui nous séparent de 2030, nous avons un triple défi à relever. Nous avons le défi de la baisse très rapide des émissions de CO2. 2025, c'est une année très importante pour les constructeurs parce que pour la première fois, si on n'est pas à l'objectif fixé par la Commission européenne, nous risquons de payer des amendes extrêmement élevées. Et l'objectif, c'est de réduire les émissions des véhicules qui sont immatriculés, des poids lourds, de plus de 16 tonnes, de 15% par rapport à ce qu'elles étaient en 2019. Et je vais revenir là-dessus parce que la manière dont on est mesuré est assez étonnante, mais ça sera l'objet du prochain slide. Cette année, nous avons dû appliquer le règlement général de sécurité
qui s'appelle GSR 2B. C'était une étape très importante qui a imposé aux constructeurs d'énormes investissements sur la sécurité active des véhicules. Et l'année prochaine, en 2026, on va déjà passer au GSR 2C, donc des véhicules toujours plus sûrs, et notamment vis-à-vis des cyclistes et des piétons, donc en usage urbain. On pourrait penser que l'effort à faire sur les émissions est terminé avec l'Euro 6E qui s'est appliqué en janvier de cette année, mais pas du tout. En 2029, et c'est l'objet de ce webinaire, on va devoir passer pour les poids lourds la norme Euro 7. Et vous allez voir avec les présentations qui vont suivre, notamment celle de Richard, que ce n'est pas un petit pas, mais c'est un pas encore important à faire pour réduire nos polluants majeurs. Et puis en 2030, là c'est assez impressionnant, toujours par rapport à 2019, mais avec un panel de véhicules élargi qui va toucher quasiment tout ce qui roule. On va devoir réduire nos émissions de 43%. Qu'est-ce que ça veut dire pour les constructeurs? On a des investissements à faire qui sont absolument phénoménaux pour répondre à ces exigences santé, sécurité, émissions de CO2. On a malheureusement des coûts de véhicules qui vont être très fortement impactés à la hausse du fait du déploiement de ces nouvelles technologies. On a des nouveaux concurrents. Jusqu'à récemment, les constructeurs européens dominaient le marché mondial. Hein. Les constructeurs américains sont quasiment tous dans les mains des constructeurs européens. Les Japonais n'ont jamais pu s'imposer. Par contre, la donne est en train de changer parce qu'aujourd'hui, le premier marché mondial, et depuis déjà pas mal d'années, c'est le marché chinois. Les constructeurs chinois sont déjà les leaders mondiaux, même s'ils sont restés essentiellement sur leur marché, plus quelques marchés émergents comme en Afrique. Mais ils sont déjà là maintenant en Europe sur les véhicules utilitaires et ils se préparent à arriver de manière assez massive, avec de gros moyens, sur les poids lourds. Donc on va se retrouver avec une concurrence chinoise qui n'existait pas dans les prochaines années, avec un marché européen qui sera en baisse l'année prochaine, mais qui risque d'être assez durablement en baisse du fait des coûts imposés par ces nouvelles technologies. Alors après, je vais vous parler sur la prochaine slide. C'est vrai que j'ai la main, je vais la prendre. De la problématique du CO2. La problématique du CO2, c'est une problématique bien sûr extrêmement importante. Elle ne se mesure correctement qu'en analyse de cycle de vie. C'est-à-dire que si on veut savoir quelles sont les émissions d'une technologie de transport de marchandises ou de passagers, il faut qu'on regarde ce qui se passe lors de la production du véhicule, ce qu'on appelle parfois la dette carbone du véhicule, avant même qu'il ait été utilisé. Il a fallu émettre du CO2 pour produire tous les composants qui le composent, et puis l'assemblage final. Ensuite, il va consommer de l'énergie, mais cette énergie, elle n'est pas arrivée sans émission de CO2 jusqu'au véhicule. Il y a toute la chaîne d'extraction, de transport, tout ce qui va concerner le chargement du véhicule. Après, il va consommer cette énergie, et là, il va émettre des émissions de CO2 ou pas. S'il est électrique, il ne va pas en émettre dans cette phase-là, mais il en aura émis dans les phases précédentes. Et puis en fin de vie, au bout de 10, 15, 20 ans, on va devoir le recycler. Les règles européennes, d'ailleurs, nous obligent maintenant à être responsables de la fin de vie des véhicules. Et là, il y a une dernière phase d'émission de CO2. Donc, chaque technologie doit être mesurée de cette façon-là. Et de manière assez étonnante, pour les constructeurs, la seule manière dont nous sommes jugés, c'est ce qui se passe au pot d'échappement. C'est un outil qui s'appelle Vecto, donc souvent on va parler de norme Vecto, mais en fait c'est une simulation qui va permettre de montrer nos émissions de CO2, alors que nos clients, les transporteurs, et les clients de nos clients, les chargeurs, eux vont correctement mesurer leurs émissions de CO2 en analyse de cycle de vie, on dit également du berceau au tombeau. Et ça, c'est un véritable problème pour les constructeurs parce qu'on n'est pas jugé de la même manière que nos clients. Eux ont le choix de plus d'alternatives, notamment des biocarburants. Et vous allez voir qu'en poids lourd, c'est le choix numéro 1 aujourd'hui. Alors que nous, comme on est mesuré au pot d'échappement et que les biocarburants actuellement ne sont pas pris en compte, en fait, cette réglementation, elle a été faite d'abord pour imposer aux constructeurs
de produire et d'immatriculer des véhicules électriques, plus que pour réduire effectivement les émissions de carbone, parce que là, il aurait fallu prendre un angle plus large. Et donc, France Mobilité Biogaz, mais pas que, fait des plaidoyers pour que cette réglementation change, et on a notamment une clause de revoyure en 2027 qui est importante, qui va peut-être être avancée. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant les constructeurs sont majoritaires à demander que cette clause soit avancée et à faire des plaidoyers pour qu'une neutralité technologique puisse être prise en compte dans la réglementation qui s'applique aux constructeurs. Donc nous verrons ce qu'il en est, mais c'est extrêmement important parce que si on n'a qu'une seule énergie possible, l'énergie électrique, ça peut être une solution très efficace, mais on risque de perdre du temps et de finalement d'être pas au rendez-vous des baisses de CO2 que l'on doit faire sur toute la chaîne. Alors dans ce contexte, comment réagit le marché? Et je vais vous le montrer sur deux types de tonnage. Les petits camions, donc les gros utilitaires et petits camions qui sont entre 3,5 tonnes et 7,5 tonnes, qui font une grosse partie des camions qui nous livrent notamment tout ce qui est le e-commerce, qui sont dans un marché globalement en croissance. Sur les énergies alternatives, on avait une croissance quasi continue jusqu'à l'année dernière, qui était une année assez exceptionnelle, où on voit le développement de l'énergie électrique qui est devenu majoritaire. Avant, c'était le GNV, bio-GNV. Cette année, le bio-GNV est en croissance si on regarde les immatriculations jusqu'en août. Par contre, l'électrique est en baisse. Et pourquoi on a ce type d'accident? C'est parce qu'en fait, des aides qui ont existé au moment du plan de relance en sortie de Covid ont disparu. Et on voit ici un des phénomènes classiques du transport, c'est qu'il est très sensible au coût. C'est une industrie qui est ultra compétitive. C'est une industrie qui est faite de plus de 36 000 entreprises, toutes en compétition les unes avec les autres. Et comme il n'y a pas d'obligé à la décarbonation aujourd'hui, si on n'a pas un TCO compétitif, on voit tout de suite les phénomènes sur les ventes. Et donc on a une baisse. Si on regarde maintenant les véhicules de 7,5 tonnes et plus, là on a une image qui est plus conforme à ce qu'on devrait voir, c'est-à-dire qu'on voit toutes les alternatives se sommer et finalement faire qu'on est presque à 11% d'immatriculation de véhicules bas carbone à fin août, donc cette année. Et ce qu'on voit également, c'est que les biocarburants, qui sont représentés ici par le B100 et le bio-GNV, sont aujourd'hui largement majoritaires et font les 3/4 de la décarbonation. On a une offre électrique qui se développe, mais à fin août, on est à 1,7% et à la fin de cette année, on espère atteindre 2%. Donc 2%, c'est bien parce qu'on était à 0 encore en 2019, mais ça reste encore des valeurs faibles et on voit par là que la question du TCO du véhicule électrique n'est pas encore réglée et que si on devait supprimer les biocarburants, on aurait une décarbonation encore très faible. Et donc, c'est des choses qu'on constate dans tous les secteurs. On le voit également dans le transport de passagers qui est en avance. C'est le mix énergétique qui nous permet de répondre à ce défi de la décarbonation. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'Europe laisse aux constructeurs la possibilité de jouer sur ces différentes énergies demain comme aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini par ce petit panorama du défi vu des constructeurs et je vais repasser la main à Benoît. Et d'ailleurs, ça a été rappelé hier au congrès de la FNTV où effectivement, seul le mix énergétique pourra permettre finalement cette décarbonation. Alors, j'ai oublié de le rappeler tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Et il y a une première question pour toi, mon cher Clément. Il a été dit hier justement au congrès de la FNTV que l'Euro 7 serait appliqué dès 2028 pour les bus et cars. Est-ce que tu peux répondre à cette question? En fait, dans n'importe quel règlement émission, il y a toujours deux dates. Il y a la date qu'on va appeler nouveau type
et puis une date qui va s'appeler tout type, qui concerne les immatriculations au plus tard. Moi, je n'ai pas connaissance de règles particulières pour les bus. À mon avis, c'est plutôt que c'est une question de nouveau type. Donc, si on lance un véhicule totalement nouveau, ce qui est le cas essentiellement des nouveaux entrants, c'est-à-dire je suis un nouveau constructeur qui arrive sur le marché, ou par exemple, je suis un constructeur chinois, je n'ai jamais eu aucun type homologué en Europe. Là, c'est la date nouveau type qui va s'appliquer avec un an d'avance. Par contre, pour l'essentiel des constructeurs qui ont déjà des véhicules, c'est la date de fin mai 2029 qui va s'appliquer. D'accord, merci beaucoup Clément. Et d'ailleurs, il y avait Adrien qui avait répondu à la question dans le chat. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer à la suite. On reviendra sur les différentes questions. Je vous passe la main, du coup, Denis et Richard, après vous avoir présenté, du coup. Oui, merci Benoît. Donc oui, Denis Benita du service transport et mobilité de l'ADEME. J'ai en charge moi, le suivi des véhicules lourds à l'ADEME et je vais vous donner quelques éléments de contexte relatifs cette fois à la norme Euro 7 avant que Richard n'entre vraiment dans le vif du sujet. Alors, pardon, j'ai donné la main à Richard, je te la passe tout de suite, ouais, Denis. si tu peux me donner la main. Voilà, c'est chose Okay. faite. Voilà. Ouais, juste, j'espère qu'on ne sera pas coupé. Là, on est en vigilance rouge là, dans les Alpes-Maritimes depuis hier soir. Ça tonne très fort. J'ai des micro-coupures de courant régulièrement. Donc, j'espère que ça va tenir jusqu'à midi. Si jamais tu seras de l'écran, vous saurez pourquoi. Donc voilà, concrètement, ça fait un petit moment qu'on entend parler d'Euro 7, qu'on voit plusieurs dates passer. C'est assez compliqué de s'y retrouver. Donc, on a voulu faire un petit focus rapidement sur les institutions européennes là, qui apparaissent à travers ce slide pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc, très rapidement, donc on a un Conseil européen tout en haut de la pyramide qui impulse en fait les grandes orientations. Et concrètement derrière, c'est donc la Commission européenne qui va rédiger les propositions de loi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu apparaître il y a 2 ans maintenant le premier texte relatif à Euro 7 et donc rédigé par la Commission. Et ce texte est ensuite amendé par le Parlement européen qui le transmet ensuite au Conseil de l'Union européenne. Et il y a un jeu en fait de va-et-vient entre le Parlement et le Conseil de l'Union européenne jusqu'à validation définitive du texte. Et donc, en termes de date, ça donne ceci. Alors déjà, pour petit rappel, la norme Euro 6, on avait une adoption du texte en 2009 avec une application donc 4 ans plus tard, fin 2013, et j'y reviendrai donc ensuite pour la norme Euro 7. Et donc, on a eu le 10 novembre 2022 donc la première présentation du règlement par la Commission européenne. Avec une échéance intermédiaire en 2023 pour aboutir in fine en 2024 à une adoption du texte, donc à la fois par le Parlement, comme je vous ai dit, donc ça c'était au mois de mars 2024, puis par le Conseil au mois d'avril 2024. Et donc en termes de timing, ça donne ceci. Alors, il était prévu au départ une application de la norme Euro 7 pour 2027, mais c'est un petit peu décalé, puisque le texte ayant été voté, comme vous pouvez le voir en bas de la slide, seulement en 2024. On a une application, alors pour les véhicules lourds, c'est un peu différent pour les véhicules particuliers, mais on a une application 48 mois plus tard pour les nouveaux types, ce qu'a dit Clément tout à l'heure. Et donc, ça donnerait une application de la norme Euro 7 environ, c'est pas encore complètement clafeté tout ça, mais on peut estimer ça pour mi-2028, application Euro 7 pour les nouveaux types de véhicules, et donc un an plus tard, mi-2029 pour tous les types de véhicules. Avec donc une petite exception pour les véhicules à émission nulle, puisque vous allez voir, la norme Euro 7 concerne aussi désormais les véhicules électriques ou hydrogène. Donc une application un peu plus tardive en décembre 2029. Et pour les petits constructeurs, encore une exception avec une application pour mi-2031.
Voilà, et pour terminer sur ces éléments de contexte, un petit rappel sur l'évolution des seuils pour les normes de poids lourds, hein. On est parti d'Euro 0 en 90, on est arrivé jusqu'à Euro 6 en 2014 avec 2 petites particularités, hein. C'était effectivement la première fois qu'on avait introduit des mesures PEMS dans les normes Euro. Les mesures PEMS, ce sont donc des mesures embarquées, hein, à bord des véhicules. Donc à la fois à neuf, mais aussi une fois que les véhicules sont en service. C'est ce qu'on appelle les fameux cycles ISC, In-Service Conformity. Et puis en même temps, la norme Euro 6 avait déjà introduit différents steps. On a eu step A, B, C, D, E. Donc on est aujourd'hui au step E, effectif depuis 2021. Voilà. Et donc maintenant, on arrive sur Euro 7 avec une nouvelle sévérisation des seuils pour les poids lourds en tout cas, parce que pour les véhicules particuliers, bon, on n'a pas touché les seuils. Et je vais donc désormais passer la main à Richard qui va rentrer dans le vif du sujet, qui va vous faire une analyse de la norme Euro 7 et qui va vous expliquer en quoi le moteur gaz peut satisfaire les conditions proposées par Euro 7. Bonjour à tous, donc Richard Lecoupeau de la société de C Consulting. Moi, je suis spécialisé sur tout ce qui est transition énergétique appliquée à la mobilité et c'est accessoirement moi qui ai eu le plaisir de lire toutes les petites lignes de la norme Euro 7. Le document est quand même relativement conséquent pour pouvoir produire la synthèse sur la partie technique. On va commencer par cette slide où en gros, on a relevé tous les points qui sont, on va dire, les principales nouveautés d'Euro 7. Alors, comme vous le voyez, elles ont le bonheur d'être toutes en verte, quasiment. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque vraiment avéré pour le passage des motorisations gaz sur ces points-là en Euro 7. Mais je vais vous le détailler point par point, vous allez voir. Alors, juste deux éléments pour les deux premiers points là, qui sont en noir. Ce différent, c'est plus de l'administratif, on va dire. Historiquement, Euro 6 voiture et Euro 6 poids lourd étaient deux textes séparés et maintenant ils sont tous les deux condensés dans un seul texte. Donc ça reprend véhicule léger et poids lourd dans le même texte. Par contre, ils ont bien des seuils séparés. Mais en gros, aujourd'hui, si vous cherchez Euro 7, vous ne trouverez qu'un seul document ICN normal. Le deuxième point qui est assez important, parce que ça perturbe beaucoup la lecture quand on a l'habitude d'Euro 6, comme l'a dit Denis, les mesures sur route avec des PEMS en poids lourd s'appelle ISC pour In-Service Conformity. Et désormais, depuis Euro 7, à partir d'Euro 7, elles vont s'appeler RDE, comme pour les voitures en Euro 6. Donc, pour ceux qui ont l'habitude des ISC, ne soyez pas choqués de voir RDE partout dans le document. C'est parce que maintenant, ça va s'appeler RDE aussi pour le poids lourd avec Euro 7. Après, sur les points à relever, donc on a une baisse des seuils d'homologation sur les NOx, CO et particules en masse sur le WHTC. Donc ça, c'est le cycle au banc d'essai, puisque l'homologation est toujours faite au banc d'essai et sur la route. Et donc en RDE, donc là sur la route, on a une baisse sur les NOx, le CH4, le CO et les particules en nombre. Point important sur les particules en nombre, historiquement, on les mesurait à partir de PM23, donc c'est des particules à partir de 23 nanomètres en taille. Donc ça, c'était en Euro 6. Et en Euro 7, on a baissé la taille minimale de prise en compte de ces particules à PN10, donc 10 nanomètres. Et juste ayez à l'esprit qu'une particule est considérée particule jusqu'à à peu près 4 nanomètres. En dessous, on considère que ça devient gazeux tellement c'est petit. Donc, sur ces points 3 et 4, là, il n'y a pas de risque avéré sur le passage des moteurs gaz en Euro 7. Point numéro 5, on passe les NH3 d'une mesure de ppm à milligrammes par kilowattheure. Ça ne change pas grand-chose. On les mesurait déjà en Euro 6. On en parlait très, très rarement, mais ils étaient déjà mesurés. On change juste la manière de les interpréter. Un point assez important, on passe d'une mesure des HCNN, donc c'est HC non méthanique, à une nouvelle technologie de mesure qui s'appelle les NMOG. Donc, en fait, on ajoute de nouveaux composés dans la mesure des hydrocarbures imbrûlés, autres que le CH4, dans la norme Euro 7, mais vous le verrez, il y aura du détail après. Autre point, on mesure maintenant le N2O, donc le protoxyde d'azote. Ce n'est pas une mauvaise idée, parce que c'est un polluant très impactant d'un point de vue CO2, puisque son PRG est à 273 de mémoire. Donc, c'était assez pertinent de le mesurer. A été introduit dans la norme Euro 7 la mesure du HCHO, donc ce sont les formaldéhydes, qui ne va pas forcément être critique normalement pour les gaz, un peu plus complexe pour les diesels à passer, mais aujourd'hui, ils ont juste prévu de le mettre
mais il n'y a pas de norme, il n'y a pas de seuil d'intégrer, il y a une clause de revoyure qui est prévue. Puis après, d'autres points qui ne touchent pas que les véhicules gaz, c'est un peu pour tous les véhicules. On a une limite d'émission de particules de freinage qui a été introduite. Alors, pour l'instant, exclusivement pour les véhicules légers. Et on n'a pas de date à ce jour pour les poids lourds. Donc, ça va venir, mais ce n'est pas encore introduit. Enfin, ce n'est pas encore défini. On a aussi une limite d'émission pour l'abrasion des pneumatiques. Alors ça, ils ont juste prévu de le faire, mais on ne sait même pas encore quelle va être la méthodologie ni le seuil. Donc ça, il y a un work package qui est prévu de travailler avec l'ONU sur ce sujet-là, et ils sont censés introduire le seuil et la méthodologie avant le 1er avril 2030. Donc on a encore un peu de temps. Et puis dernier point qui touche absolument pas les véhicules gaz, mais maintenant il y a des exigences de durabilité pour les véhicules électriques et les hybrides sur la partie batterie. Voilà pour ces premiers éléments de contexte. Alors là, c'est un tableau, je vais passer assez vite parce que vous pourrez le regarder tranquillement ultérieurement. C'est un tableau avec Euro 6 en orange, donc tous les seuils d'Euro 6. En bleu au milieu, c'est le texte qui avait été proposé par la Commission européenne en 2022, qui avait fait couler beaucoup d'encre à une certaine époque. Et tout à droite, c'est Euro 7, donc en vert, le texte qui a été finalement voté. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais si vous pouvez prendre un peu de temps, vous verrez que si ce qui était proposé en 2022 était passé, on n'aurait peut-être pas tout à fait la même discussion aujourd'hui, et surtout il y a certaines énergies qui auraient plus de mal à passer les seuils. Ce qui a été voté est différent, c'est uniquement la partie de droite en vert, et ça je vais vous la détailler, voilà, c'est sur cette slide-là. Donc, je vous rappelle, à gauche, Euro 6, le texte existant, à droite, Euro 7, le texte à venir qui sera introduit en 2028. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, sur les NOx, il va falloir quasiment diviser par 2, même plus que par 2, les émissions de NOx sur le WHTC. Sur la RDE, donc la partie on-road, il va falloir diviser par bien plus que 2, puisqu'on va passer de 690 à 260. Les HC et les NMHC disparaissent, puisqu'on les remplace par d'autres systèmes de mesure. Les CH4, donc ça c'est le gaz naturel qui est imbrûlé dans le moteur, qui ressort à l'échappement. On est sur les mêmes niveaux de seuil dans l'homologation au banc d'essai, puisqu'on est à 500 mg par kWh. Par contre, ça baisse sur la route, puisqu'on était historiquement à 750, on va passer à 650. Sur le CO, sur le banc moteur, on passe de 4000 à 1500, donc c'est une très forte baisse, mais vous verrez qu'en fait, il n'y a pas de problème, les moteurs à gaz sont relativement largement assez performants sur ce critère-là. Et sur la route, là, on baisse beaucoup plus, puisqu'on avait le droit à 6000 mg et on n'aura plus le droit qu'à 1950. Pour les particules en masse, on passe de 10 mg par kWh à 8, et c'est uniquement au banc d'essai, puisqu'il n'y a pas de mesure des particules en masse sur la route, donc en ISC et prochainement en RDE. Sur les particules en nombre, comme je vous ai dit, on passe de PN23 à PN10. Ça, c'est mesuré aussi bien au banc d'essai que sur la route. Au banc d'essai, pas de changement du niveau. On le change exclusivement pour la route, mais vous verrez que de par l'ouverture, la prise en compte de plus de particules, forcément, ça impacte les quantités qui sont émises. Le NH3 en ppm disparaît pour devenir en milligrammes kWh. Et on introduit, donc, comme je disais, les NMOG qui viennent quelque part remplacer les NMHC, le N2O et les HCHO qui sont aujourd'hui prévus, mais n'ont pas de seuil. Voilà pour le détail. Maintenant, si vraiment on rentre sur le détail de chaque polluant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on n'a pas de mesure directe sur Euro 7. Donc, on a fait des projections à partir d'autres typologies de mesures pour essayer de se dire est-ce qu'on est confiant ou pas pour la motorisation gaz. Donc là, je vais parler sur le WHTC pour les polluants NOx, CO et particules en nombre. Donc WHTC, c'est au banc d'essai. Donc sur les NOx, on doit faire moins 57%, sur le CO, moins 63%, et sur les particules, moins 20%. Donc ça, c'est entre Euro 6 et Euro 7. Et en fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a pris les COC des moteurs. En gros, quand vous achetez un camion, vous avez avec un document qui vous donne les niveaux d'homologation de votre camion sur le cycle WHTC. Donc, on a pris ces éléments-là et on regarde si on arriverait à passer les normes ou pas en se basant sur ce qui existe actuellement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur un gaz, donc c'est le tableau en bleu. Alors, pas de chance.
j'ai le petit truc devant, donc je n'arrive pas à lire, pardon. Hop, voilà, ça je vais le lire à côté. Donc ce qu'on voit, c'est que sur les NOx, on est à 196 mg par kilowattheure en moyenne hein, sur toute la flotte de véhicules qu'on avait. On doit être à 200 mg pour Euro 7. Et en fait, si on regarde ligne par ligne, on voit qu'il y a un camion Iveco qui aura une réduction à faire et le Renault Trucks. Tous les autres passeraient déjà Euro 7, sachant que le cycle WHTC est le même pour Euro 6 et Euro 7. Donc les NOx, pas de problématique majeure d'identifier. Bon, il y a peut-être quelques modèles de camions, il y aura des petits travaux à faire, mais ce n'est pas massif, c'est des pourcentages acceptables. Si vous regardez le même tableau pour les diesels, il y a beaucoup plus de travail à faire parce qu'il va falloir baisser de plus de 50%. Sur le CO, on est très large, puisqu'aujourd'hui, tous les camions sont en dessous de 1000 mg et on a le droit à 1500, donc pas de débat. Et sur les particules en masse, on a le droit à 8 mg et le camion le plus élevé est à 5,8. Donc, encore une fois, pas de débat. On sait que ça passera tranquillement sur la partie homologation au banc. Maintenant, si on passe sur... Si on passe sur l'homologation partie routière, donc là, sur les NOx, on doit baisser de 62%, sur le CH4 de 13%, sur le CO de 68% et sur les particules en nombre de 8%. Avec attention aux particules en nombre, on a élargi en même temps le périmètre de mesure. Donc ça, on s'est basé sur des essais qui ont été réalisés par le CRNT sur un Iveco curseur 13, avec du PEM, c'est donc une technologie qui sera acceptable pour Euro 7. Ce qu'on voit, c'est qu'on est bon sur tous les critères. En gros, vous faites une moyenne des graphiques qui sont là affichés sur CO, HC et NOx, et on voit qu'on passe tous les nouveaux critères Euro 7. Donc, encore une fois, bonne nouvelle, même sur ces polluants-là où il y a des baisses qui sont prévues sur Euro 7, on va aussi passer relativement facilement en Euro 7. Maintenant, il y a un point où, aujourd'hui, les résultats que je vous ai montrés à la slide d'avant étaient mesurés pour les particules en nombre en PN23 et non pas en PN10. Sauf que, par chance, il y a eu des essais complémentaires de fait, aussi en PN10, donc il y avait déjà un appareil de disponible. Et si on regarde, en fait, entre PN23 et PN10, quand vous passez de l'un à l'autre, comme on mesure plus large en termes de taille de particules que vous acceptez en entrée du système de mesure, les mesures du CRMT nous disent qu'on a un écart compris entre 15 et 50%. En gros, ça augmente de 15 à 50% les émissions que vous allez mesurer. La littérature, quand on regarde, elle vous dit que mesurer en PN10 à la place de PN23, ça fait augmenter les émissions de 20 à 50%. Donc, c'est très cohérent, ça marche très bien. Et maintenant, si on prend les résultats des émissions de camions Euro 6, on les projette du coup sur Euro 7 en passant de PN23 à PN10, alors c'est des estimations, hein, ce n'est pas très précis, c'est pour faire une estimation. Même si on ajoutait ces 50% d'émissions que je viens de vous dire, la différence entre PN23 et PN10, eh ben on prend le plus mauvais des résultats de camions, qui entre parenthèses est quand même très très bon. C'est un Scania qui est à 1,5 gigaparticules en PN23. Vous ajoutez les 50%, ça fait 225. Et si vous regardez la norme, vous avez le droit à 900 gigas. Donc on a une marge qui est absolument énorme. Donc, on pourrait tout à fait passer Euro 7, même sans mettre de FAP sur les moteurs gaz. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les mettre, hein, ce serait mieux si on en mettait, mais on pourrait même se passer de FAP sur les Euro 7. Ça marcherait très bien, les Euro 7 gaz. Donc, finalement, pas de débat autour de ce PN10, PN23, ce n'est pas un sujet pour le moteur gaz. Ça le sera certainement beaucoup plus pour le diesel. Pourquoi la slide n'a pas changé? Voilà. Donc, ça, c'est maintenant en RDE, puisque je viens de vous parler des PN10, PN23 en WHTC. Donc là, on a une petite réduction du nombre de particules autorisées qui passe de 978 à 900 gigaparticules. Et en gros, là, on a fait des projections sur un cycle ISC. Encore une fois, on est très large puisqu'on a mesuré jusqu'à 140 gigaparticules sur le cycle ISC Euro 6 et on a le droit à 900. Donc, même si on ajoutait les 50% dont je vous ai parlé juste avant entre PN10 et PN23, on serait très, très largement en dessous des 900 encore une fois. Donc, pas de sujet. Petit point, Iveco, depuis cette année, introduit des filtres à particules. C'est le graphique, la partie droite du graphique.
En gros, ce qu'on voit, c'est quand vous introduisez un filtre à particules, donc à gauche, c'est sans filtre à particules, les 4 graphiques à gauche, et les 4 graphiques à droite, ce sont avec filtre à particules, on gagne à peu près 85% d'émissions. Donc, on arriverait déjà à passer Euro 7 sans filtre à particules, mais si en plus on met le filtre à particules, alors là, on a une marge par rapport à la norme qui est énorme et qui peut être intéressante parce que je trouve que c'est un élément de différenciation par rapport au diesel qui serait pertinent à avoir sur tous les véhicules. Voilà, donc encore une fois, que ce soit au banc ou sur route, cette notion de PM10, PM23 n'est pas problématique. Pour tout ce qui est NH3, comme je vous disais, on n'est pas juste de ppm à milligrammes par kilowattheure. Donc, on avait une limite sur le cycle WHTC uniquement. Donc, on le mesure uniquement au banc d'essai à 10 ppm. Demain, on aura une limite au banc d'essai à 60 mg par kilowattheure et sur route, donc en RDE, à 85 mg par kilowattheure. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le COC. Donc ça, c'est pour les éléments sur banc d'essai. Donc c'est le tableau en bas à droite. Vous voyez qu'on est en moyenne sur toute la flotte à 3,2 ppm. Et on a pris des essais qui ont été faits, encore une fois, par le CRMT, où ils ont fait des mesures en ppm et des mesures en milligrammes par kilowattheure. Et quand vous faites la conversion, on voit qu'il y a un coef à peu près entre 3 et 4 qui se balade. Donc, en gros, on prend les ppm, on fait x4, et à quelque chose près, on arrive sur des milligrammes par kilowattheure. C'est très empirique de faire comme ça. Mais ça veut dire que nos 3,2 ppm se transformeraient en quelque chose comme 15-20 milligrammes par kilowattheure. On a le droit à 60. Donc, pas de risque avéré. On est très large. Donc, encore une fois, ce changement normatif ne sera pas problématique pour le moteur gaz. Je n'ai pas d'avis là pour le moteur diesel, c'est un autre sujet. Ça, je viens de vous parler pour la partie banc d'essai, pour la partie ISC, enfin RDE, pardon. Globalement, le graphique que vous voyez, ce sont des mesures de NH3 sur un cycle ISC. On voit qu'on est aux alentours de 18 mg par kilowattheure. On a le droit à 85 mg par kilowattheure. Bon, pas de sujet. On a une marge qui est très, très conséquente. Donc, on sait que ça passera très facilement sans avoir spécialement de redesign ou de remise au point spécifique à faire. Alors, un sujet où on n'a pas vraiment d'éléments, par contre, c'est la mise en place de la mesure des NMOG à la place des NMHC. Donc, NMOG, c'est la somme des hydrocarbures non oxygénés et oxygénés en remplacement des NMHC qui étaient juste les hydrocarbures non méthaniques. En gros, on prenait les hydrocarbures sauf le CH4. Là, quand on prend les NMOG, c'est les hydrocarbures sauf le CH4 plus les composés organiques. Donc ça, c'est un peu comme les particules, on étend le périmètre de mesure. Donc là, ce qu'on a fait, pas trouvé directement d'éléments de mesure en NMOG. Par contre, j'ai trouvé une publication qui est commune entre FEV, VTT, TNO. Donc c'est quand même des gens un peu sérieux techniquement qui disent que sur les moteurs et diesel et gaz, on peut considérer que la mesure de NMOG est très proche de la mesure NMHC. Et comme les éléments de mesure faits par le CRMT sur les NMHC disent qu'on est sur un moteur gaz, sur le curseur 13, entre 5 et 15 mg par kilowattheure, et que la limite des NMOG va être à 80 mg par kilowattheure, on est extrêmement large par rapport au seuil. Donc, logiquement, le passage en NMOG, en mesure NMOG à la place du NMHC, ne devrait pas poser de problème. Ça, c'est une supposition. Il n'y a pas de mesure directe qui l'avère, mais on peut être relativement confiant, je vais dire comme ça. Voilà. Donc, le N2O. Donc, le N2O, c'est le protoxyde d'azote. Comme je vous disais en préambule, c'est un polluant. Alors, j'avoue que je ne sais pas s'il a d'impact sanitaire. Ce que je sais, c'est qu'il a un impact CO2 qui est très fort, enfin, équivalent CO2 qui est très fort, puisqu'il a un PRG à 273. Ce qui veut dire que 1 g de N2O a le même impact que 273 g de CO2 d'un point de vue réchauffement global. Et donc là, des seuils ont été fixés, 200 mg sur banc d'essai, 260 mg sur route. Si on prend les résultats du CRMT, sur cycle ISC, on est entre 13, on est aux environs de 13 mg, donc on est très large par rapport à la limite qui est à 260. Et sur le cycle WHTC, on n'a pas de mesure directe, mais comme on est excellent sur le cycle ISC, qui en général est beaucoup plus contraignant que le cycle au banc d'essai, on sait qu'on n'aura pas de mal à respecter les 200 mg par kilowattheure. Donc,
l'introduction de la mesure de N2O, c'est très bien, c'est bien qu'on réglemente ce polluant-là, mais pour les moteurs gaz, ce n'est pas un sujet puisqu'ils ne sont pas des grands émetteurs de N2O. Le dernier point, la mesure du HCHO. Donc le HCHO, ce sont les formaldéhydes. Les seuils au banc d'essai et pour les RDE, donc sur route, aujourd'hui, on n'a pas de seuil. Ce n'est pas défini. Par contre, ce qui est prévu dans le texte Euro 7, c'est qu'au plus tard, la Commission devra proposer un seuil pour le 31 décembre 2027 et la technologie de mesure associée, puisqu'aujourd'hui, elle n'est pas définie. Et alors, malheureusement, bon, j'ai pas mal cherché, j'ai trouvé aucune donnée sur ce sujet-là. Donc, je ne suis pas du tout capable de dire si finalement le moteur gaz est un très très gros émetteur ou pas de HCHO. Le seul élément que j'ai trouvé, c'est que les biocarburants utilisés dans les motorisations diesel apparemment ont des niveaux d'émissions qui peuvent être un peu élevés. Je n'ai rien trouvé pour le gaz, donc on verra. C'est le seul point aujourd'hui où on ne sait pas répondre. Mais de toute façon, on aura des éléments au plus tard le 31 décembre 2027 par la Commission européenne. Voilà ce que je pouvais vous dire. Normalement, je crois que c'est la dernière slide sur ce sujet des moteurs et de la norme. Alors merci Richard. Donc concrètement, moi j'ai une petite question. Concrètement, ce qu'on est en train de se dire là, c'est que finalement les motorisations gaz sont quand même en excellente voie pour pouvoir passer la nouvelle réglementation Euro 7 sans grande difficulté, même si ça implique effectivement des investissements assez importants, puisqu'on a quand même des seuils qui se sont sévérisés de manière assez notable avec cette nouvelle réglementation, mais que finalement on est plutôt en très bonne voie, voire en excellente voie pour pouvoir passer ce cap-là. C'est exactement ça. Et je pense que la motorisation diesel, ce sera plus difficile pour elle de matcher avec Euro 7 que ça ne va l'être pour la motorisation gaz. Et ça, c'est une bonne nouvelle quelque part pour la motorisation gaz. Ok, ben justement, ça rejoint la question de M. Bernard qui nous pose la question, qu'en est-il pour le B100, notamment en termes d'émissions de NOx? Et bah, c'est sûr qu'ils vont avoir de nouveaux... Il va falloir retravailler la balance particules NOx pour le B100. Il va falloir effectivement faire des efforts. Comme on sait que le B100 a une tendance quand même à être un peu moins bonne sur les parties NOx, il va falloir faire des efforts encore plus conséquents pour obtenir les homologations en Euro 7 pour ce carburant-là. Je pense sincèrement qu'on y arrivera, mais par contre, ça va peut-être être en contrepartie d'une consommation d'AdBlue encore plus forte, potentiellement, ou autre. Mais voilà, je pense qu'on y arrivera, mais ça peut être délicat. Par contre, sur le HCHO, j'ai lu des rapports sur le B100, apparemment, ils en émettent beaucoup. Donc ça va peut-être être le facteur limitant, d'ailleurs, pour l'utilisation du B100. D'accord. Il y a une autre question de Monsieur Simone. Pourrait-on connaître les modèles testés? Il me semble que tu avais une slide qui présentait ça, si tu veux peut-être oui, alors c'est un Cursor 13, Euro 6, et j'ai un doute, c'était Step E ou Step D, Clément? Step D, je crois. Un Step D. C'était un véhicule de 2019. Donc, c'est un véhicule quasiment à la dernière norme, puisque la norme actuellement en place en Euro 6, c'est Step E. Et là, on avait pris un Step D, qui est la norme juste avant, c'est quelques mois avant. Donc, c'est vraiment un véhicule complètement exhaustif, vu qu'on fait des trucs super précises. Il est à 2 steps en arrière, parce qu'en gaz, on a un E2 qui s'est appliqué au 1er janvier. C'est là qu'on a mis le filtre à particules sur nos véhicules. Et donc, il était deux générations en arrière en termes d'émissions. Et pourtant, comme on a pu voir dans les graphiques de l'étude CRMT, déjà Euro 7 ready. C'est ça. Parfait. Je pense que vous avez été tout à fait clair, puisque finalement, on a eu quelques questions, mais Clément y a déjà répondu. Donc, pour ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas à les consulter sur le chat. On va parler maintenant des prochains enjeux. Donc, Richard, tu as toujours la main et tu as commencé à regarder finalement une étude sur des ACV énergétiques qui reprendrait finalement tous les aspects, tous les étages de rendement de l'ensemble des énergies. Et ça intéresse de très près l'ADEME qui reprend effectivement le sujet pour son compte. Je vous laisse en parler un instant pour le coup. Oui, alors en quelques lignes, alors je vais rendre à César ce qui est à César. Je n'ai pas fait tout ça, je l'ai fait avec l'ADEME, avec Denis. En gros, aujourd'hui, on parle énormément décarbonation, ce qui est très important, baisse des émissions de polluants, comme on vient de le faire vis-à-vis d'Euro 7.
on parle beaucoup de transition énergétique, mais pas assez de la problématique que va générer cette transition énergétique sur la ressource. Aujourd'hui, on peut entendre, des fois on le lit même, ah oui, demain, on va remplacer tout le gasoil par le e-fuel. Bon courage pour ceux qui produisent de l'électricité, ils vont avoir du boulot. Malheureusement, on sait le dire aujourd'hui, remplacer le diesel, c'est quelque chose de très compliqué. D'un point de vue, là, je parle d'un point de vue flux énergétique et ressources. Le remplacer par une énergie uniquement, c'est quasiment impossible. Je ne vais pas faire de spoil, mais le biométhane, on n'arrivera pas même si demain, on disait, le marché s'ouvrait et on disait on remplace l'intégralité des diesels par le biométhane, on ne peut pas le faire par la ressource. C'est dommage parce qu'il est très, très intéressant d'un point de vue de transition énergétique. Et donc, avec l'ADEME, on a travaillé sur cette analyse préliminaire, alors qu'on appelle aujourd'hui ACV énergétique. Je ne sais pas si le nom restera, mais l'idée, c'est, on connaît tous l'ACV carbone, donc sur le cycle de vie, comme l'a très bien expliqué Clément en introduction, quelles sont les émissions de CO2 liées au cycle de vie pour un carburant donné, pour la production de ce carburant, son transport, sa transformation et l'utilisation dans le véhicule. Et une ACV énergétique, c'est quel est le besoin énergétique pour produire ce carburant de l'extraction de la matière première, qui peut être du pétrole ou de la biomasse, ou éventuellement de l'uranium quand on parle d'énergie nucléaire, jusqu'à ce que vous l'ayez utilisé dans votre véhicule. Combien d'énergie il va falloir injecter dans le process pour qu'on réussisse à avoir assez d'énergie à notre roue. Et c'est les petites bulles que vous voyez tout à droite. Sur le diesel, par exemple, c'est 20%. Entre ce qu'on va extraire du pétrole et à la fin, ce qu'on a, c'est 20%. Si vous regardez, je viens de parler des fuels, vous regardez les fuels, c'est 3%. C'est extrêmement faible. Et en fait, il ne faudrait pas qu'on ait des surconsommations énergétiques pour continuer à maintenir de la mobilité qu'on aurait décarbonée, mais qu'en fait, ce n'est pas gérable. Et avec ce graphique, on est capable d'évaluer si je veux substituer 1 milliard de litres de diesel, pour information, on en consomme 35 milliards de litres par an en France, 1 milliard de litres de diesel, et que je veux le passer en hydrogène, quelle quantité d'électricité je dois produire pour réussir à alimenter mes véhicules hydrogène et substituer ce milliard de litres de diesel. Et en fait, quand vous faites ça, très vite, vous touchez un peu les limites du système de la transition, et c'est l'objectif. Et je vais peut-être laisser Denis en parler sur la suite de ce projet et ce que ça va donner. Oui, merci pour les précisions. Oui, l'idée, en fait, c'est d'aller un petit peu plus loin. Là, on vous a présenté une slide qu'on a faite, je dirais, un petit peu rapidement. Mais on a bien conscience que certaines hypothèses, notamment pour la production des biocarburants à partir de biomasse, certaines hypothèses sont assez globales et on aimerait creuser davantage tous ces chiffres-là, tous ces chiffres à mots, avec les différents acteurs de la filière. Donc, l'idée, c'est d'engager en 2025 une étude beaucoup plus complète. On allait interviewer tous les acteurs concernés pour aboutir à des chiffres qui font consensus au sein de la profession et surtout pour aboutir à des rendements finaux que vous voyez dans les bulles à droite de la slide qui soient validés par tous. Alors, je ne pense pas que les chiffres vont changer énormément, mais l'idée, c'est vraiment d'asseoir les hypothèses sur des choses robustes. Donc, on va travailler là-dessus avec le cabinet Algoé et Richard Le Coupeau l'année prochaine. Bien, merci Richard et Denis. Alors, je reviendrai, mais juste pour intervenir, en fait, on me demande les slides en parallèle, on en reparlera, mais pour l'auditorat, on va faire en sorte de vous envoyer une version de ces slides. Ensuite, il y a un autre, alors je ne sais pas si je peux reprendre la main directement. Ah oui, je peux reprendre la main directement. Donc, il y a un autre aspect, hein, Denis, si tu veux bien nous parler de l'étude multicarburant, notamment sur le rétrofit, mais pas que finalement, qui finalement va mesurer 16 nouveaux paramètres et en plus du projet d'étude qui est en train d'être lancé sur l'ACV énergétique, je ne vous cache pas que ça fait 8 ans que je fais ce métier, ça fait 8 ans que j'espère voir ce que vous êtes en train de préparer, donc je suis vraiment ravi de voir ça arriver. Et en plus, effectivement, les ACV sur 16 autres critères, du coup, Denis, si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, rapidement. Donc, c'est une étude qui devrait sortir en fin d'année, axée essentiellement sur le rétrofit, mais aussi sur le véhicule neuf. Donc, une étude multifilière, ça va concerner donc, la filière électrique à batterie, la filière hydrogène puis la combustible, hydrogène, moteur thermique et bien entendu la filière donc moteur thermique bio-GNV. Plusieurs véhicules vont être passés à la moulinette, alors véhicules lourds,
mais aussi véhicules utilitaires. Et parmi les véhicules lourds, on aura des bus 12 mètres, 18 mètres, des autocars régionaux scolaires. On aura aussi donc des camions 19 tonnes, 44 tonnes, des bennes ordures ménagères. Donc ça va être très complet en termes de véhicules et de filières. Et l'idée, c'est de faire une analyse à la fois économique, mais aussi et surtout environnementale, très complète. Jusqu'à maintenant, en fait, les 2 études que l'on avait déjà sorties sur le rétrofit s'intéressaient essentiellement aux critères CO2. Et là, cette fois-ci, donc c'est plus complet puisqu'on va appliquer la méthode empreinte projet que certains connaissent peut-être, une méthode qui s'intéresse non plus seulement au CO2, mais à 15 autres critères différents, épuisement des ressources, etc. Et cette méthode a l'avantage de définir un score unique, c'est-à-dire qu'on va affecter des coefficients de pondération à chacun des critères pour ne sortir qu'une seule et unique note qui sera donc représentative des 16 critères globaux. Et on pourra ainsi comparer les filières entre elles, non plus uniquement sur l'aspect CO2, mais sur ces 16 critères-là. Donc ça va un petit peu changer la donne. Bon, c'est un petit peu nouveau et on va avoir des résultats un petit peu différents de ce qu'on a publié jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, il est prévu de publier cette étude en fin d'année. Donc je vous en dirai plus d'ici là. Mais, ouais, alors, sans spoiler les résultats, mon cher Denis, est-ce que tu peux nous dire finalement si le BioGNV est plutôt bien positionné? Enfin, qu'est-ce que tu as le droit de nous dire à ce stade-là pour le coup? Non, enfin, ce qu'on peut dire, en fait, bon, ça concerne essentiellement le rétrofit. L'idée, c'était de voir si le rétrofit était vertueux d'un point de vue environnemental. Et la principale conclusion, c'est que quel que soit le type de rétrofit appliqué, que ce soit rétrofit électrique, hydrogène ou gaz, le rétrofit, effectivement, reste intéressant d'un point de vue environnemental plutôt que de produire un véhicule neuf. Donc, c'est aujourd'hui la seule conclusion qu'on peut partager. On s'en doutait un petit peu. Enfin, on avait déjà la réponse en regardant uniquement l'aspect CO2, mais on confirme qu'en regardant les 15 autres critères, le rétrofit reste plus intéressant. Voilà. Après, non, c'est difficile d'en dire plus. Pour l'instant, l'étude est sous embargo, en cours de relecture, etc. C'est une étude qui est très complète. Le rapport complet fait 400 pages, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Parfait. Alors, on a une question de Madame Boutin qui nous demande le nom que tu as cité sur la méthodologie multicritère utilisée. Le nom de la méthode? Oui. Ouais. Ouais, c'est la méthode empreinte projet. Vous trouverez des éléments sur le site de l'ADEME. Donc, c'est une méthode voilà, qu'on applique maintenant systématiquement lorsqu'on réalise des analyses de cycle de vie. Il y a plusieurs niveaux dans la méthode, plusieurs niveaux de complexité. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site de l'ADEME, vous aurez des informations là-dessus. Si maintenant il faut un peu plus de détails, n'hésitez pas donc, à me consulter après le webinaire, denis.benita@adem.fr. On a un spécialiste en fait de la méthode au sein même du service à qui je pourrais relayer vos questions. D'accord. Et il y a une autre question, est-ce que dans l'étude rétrofit, est-ce qu'on aborde aussi la question des véhicules légers rétrofités, enfin les véhicules légers essence rétrofités? Et sinon, Alors pourquoi on non, l'a pas fait? ça concerne uniquement les véhicules lourds et les véhicules utilitaires à forte valeur ajoutée. Je veux dire par là les véhicules utilitaires qui comportent des équipements assez onéreux et qui ont donc une valeur résiduelle importante. Alors on a exclu les véhicules légers parce que, bon, on va être clair, on n'y croit pas en fait. Rétrofit des véhicules légers, l'équation économique est trop complexe et c'est ce qu'avait déjà démontré notre première étude sur le rétrofit électrique, à savoir qu'aujourd'hui on a des offres de constructeurs en véhicules électriques qui sont déjà très agressives et c'est compliqué d'être économiquement parlant compétitif de ces offres-là. Évidemment, si on parle de rétrofit électrique, c'est le coût de la batterie qui est prédominant. Maintenant, sur le rétrofit gaz, les coûts sont nettement inférieurs et ça, on l'a déjà constaté. Mais je pense que le rétrofit gaz sur des véhicules particuliers n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. Les principaux véhicules qui roulent sont plutôt des véhicules lourds au niveau de cette filière. Et d'ailleurs, j'en profite pour le confirmer, puisque depuis à peu près 2 ans, avec les travaux sur des groupes de travail qu'on avait suivis au sein de la loi de programmation énergie-climat, en tous les cas de sa préparation, même si ça n'a pas été jusqu'au bout, effectivement, les zones de pertinence des rétrofits, commencent essentiellement à partir du 3 tonnes 5. On a une autre question concernant... Alors,
en revenant un petit peu en arrière par rapport à la présentation, une question de Madame Arrojo qui nous demande la définition de ce qu'est un petit constructeur. Il me semble que c'est les constructeurs qui produisent moins de 15 000 véhicules à l'année, mais je pense que Clément pourra peut-être confirmer ou nous en dire un peu plus là-dessus. Je ne sais pas si tu as cette définition du coup, Clément. Moi, je ne l'ai pas, mais il y a une réponse dans le chat. Ouais, je viens de répondre dans le chat. Là, j'ai repris. Alors, je suis désolé, je ne la connais pas de tête, mais je l'ai repris dans le texte recette. Ok. Et en fait, c'est dépendant. Donc, c'est ce que j'ai mis. Alors, je suis limité. La réponse dans le chat est limitée à 255 caractères. J'ai pas pu tout recopier. Mais en gros, c'est ce que je vous ai mis. Donc, c'est suivant la catégorie, le volume de véhicule n'est pas le même. Ouais. Ok, on avait une autre question aussi. Est-ce qu'on regarde le fluvial? Alors oui, il y a effectivement différents segments qui sont en train d'être regardés. Alors là, on est un peu plus dans le prospectif. C'est des éléments qu'on regarde, qu'on commence à regarder sérieusement. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous mette en relation avec les personnes qui peuvent suivre ce genre de choses. Il y avait un dernier point qu'on voulait aborder. Tu en as déjà parlé un petit peu, Clément, tout à l'heure. C'est effectivement le règlement CO2. Aujourd'hui, on a un dispositif de mesure qui finalement n'est pas scientifiquement acceptable, je pense qu'on peut le dire comme ça. Il y a la clause de revoyure qui est prévue en 2026-2027. On commence à travailler sur cette question et c'est des aspects qu'on analysera tous ensemble en tous les cas. Ça commence à émerger aussi dans d'autres segments. On était il y a 2 jours au Summit Automobile où finalement même des grands constructeurs commencent à reparler de biocarburants. Les Allemands et les Italiens avec des positions plutôt franches et fortes sur cette question-là. La France commence à réfléchir autour de cette question. En tous les cas, c'est les prochains travaux qu'on va engager de manière un petit peu collective avec différentes parties prenantes. On est tout à fait ouvert à ce que vous nous rejoigniez finalement dans cette démarche. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour ces parties-là. Voilà, aujourd'hui, on a vu donc l'Euro 7. Pour résumer, finalement, on va réussir et on sait qu'on arrivera à passer ce cap un petit peu difficile. On a des nouvelles actualités qui vont arriver avec ces études assez énergétiques, multicarburants. Je pense que ça va continuer finalement à confirmer la pertinence de cette technologie. On reste à voir effectivement les aspects réglementaires et notamment les révisions des clauses des études d'impact qui ont été faites au niveau européen, qui, pour les professionnels en tous les cas, sont tout à fait contestables et c'est effectivement des choses qu'on va mettre en avant. Voilà, il est 11h56. Je vais laisser un mot de fin à Clément. Je ne sais plus si c'est ce qu'on s'était dit, mon cher Clément, mais peut-être un mot du vice-président. En tous les cas, merci à tous, merci de votre écoute. Et je te laisse les derniers mots pour le coup, Clément. Eh bien, ok, merci. Déjà, on voit que le sujet intéresse. Et donc, ça, on est content. Donc, ça veut dire que cette proposition que tu nous as faite, Benoît, était une bonne proposition parce qu'elle intéresse beaucoup de monde. Effectivement, ce triple défi sécurité, CO2, émissions pose des questions aux constructeurs. Hein. Donc, il est bon de savoir qu'on a le GNV est capable d'y répondre. Le défi reste entier parce que la réglementation n'est pas assez bien faite et devra évoluer. Donc l'avenir des moteurs thermiques est vraiment dans la main de la Commission européenne et donc du coup elle est dans la main de tous les acteurs de la filière du transport routier de marchandises et de passagers. Aujourd'hui, les fédérations de transporteurs veulent garder le mix. Les constructeurs sont de plus en plus nombreux à indiquer, on a vu par exemple les messages récents de Luca De Meo, qui est à la fois le patron de la CEA et bien sûr le patron de Renault, indiquer, et c'est assez nouveau, qu'on ne s'en sortira pas sans avoir recours à toutes les énergies bas carbone. Et nous avons la chance d'être avec FMB, de représenter une filière où on produit de l'énergie à côté de chez nous, essentiellement grâce à nos agriculteurs, en leur fournissant un complément de revenus qui est très bienvenu, et vous savez combien leur situation est difficile à cause des aléas climatiques notamment qu'ils vivent. On produit cette énergie avec des technologies françaises et européennes. C'est vrai de la méthanisation,
C'est vrai des réseaux de gaz qui en assurent le transport et le stockage, qui est un des gros points forts de cette énergie, c'est qu'elle se stocke, y compris à des durées saisonnières, ce qui est extrêmement rare dans les énergies renouvelables. Elle s'appuie sur des véhicules qui sont conçus, testés, produits en Europe avec des équipementiers européens. Et donc, on a une triple souveraineté qui est garantie par cette énergie-là. La souveraineté alimentaire parce qu'on maintient nos agriculteurs dans nos territoires. La souveraineté énergétique parce qu'on produit de l'énergie. Au départ, depuis l'arrêt de la production du site de Lacq, tout notre gaz est importé. Demain, on peut avoir une majorité de gaz produit en France à partir de déchets. Et on maintient notre souveraineté, nos emplois industriels. Donc, on a vraiment une solution qui est incroyable et en plus, elle est bonne pour la planète, elle est silencieuse et bonne pour la santé. Donc, ça serait quand même un comble qu'on n'arrive pas à convaincre les députés et la Commission européenne que cette énergie doit continuer à exister et assurer des transports de personnes et de marchandises propres. Donc, c'est la tâche principale de FMB aujourd'hui et de tous ceux qui sont intéressés à avancer dans la voie de la décarbonation. Ils sont nombreux. Donc, moi, je reste optimiste parce que quand on a une solution qui a autant d'atouts, on ne peut pas, avec le défi climatique que l'on a, dire bah non, on ne va pas l'utiliser. Donc, je suis sûr qu'on va l'utiliser. La seule vraie question que doivent se poser nos politiques, c'est combien. Mais je rappelle un chiffre en conclusion. On a un potentiel de méthanisation en France qui est aux alentours de 350 TWh par an. Si on en prend 40 de ces 350, on décarbone un poids lourd sur 2, car et bus compris. Donc on peut faire beaucoup. On ne peut pas tout faire. On a absolument besoin de la solution électrique et donc on a absolument besoin de trouver une manière de la rendre économiquement acceptable. Mais avec le biométhane, on peut faire 50% du parcours et donc on n'a pas le droit de s'en passer. Super, merci pour ces beaux mots. En tous les cas, je pense qu'on est tous hyper mobilisés et on met toute notre énergie au service du bio-GNV et on continuera et on ne lâchera pas. Voilà. Un grand merci à tous, merci aux intervenants, un grand merci à Denis, un grand merci à Richard, un grand merci à Clément. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, très peut-être sur peut-être de nouveaux webinaires.